Le roquefort, les yaourts, le vin pétillant et autres produits cosmétiques français seront bientôt surtaxés aux États-Unis, soit 2,4 milliards de dollars de produits français. C'est la menace brandie par Donald Trump en réponse à l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique. Un différend mineur, a rappelé Emmanuel Macron aujourd'hui, avant l'ouverture du sommet de l'OTAN. Et votre livre sort à point nommé Technopouvoir. Bonjour Diana Filipova. Bonjour. Vous avez cofondé le mouvement citoyen Place Publique. Vous êtes spécialiste des questions politiques et technologiques, chef d'entreprise également. Alors on va d'abord écouter la réponse du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, à cette menace américaine. Nous voyons que les États-Unis sont en train de faire machine arrière toute, et après avoir réclamé une solution internationale à l'OCDE, nous disons finalement une solution internationale à l'OCDE, on n'est pas sûr d'en vouloir, donc on va simplement se contenter d'imposer des sanctions sur la France qui a décidé une taxation nationale. Mon message va être clair, nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais cette volonté de taxer de manière juste les géants du numérique pour avoir une fiscalité du 21e siècle qui soit juste et qui taxe les activités digitales. Voilà, Diana Filipova, on est en plein dedans, hein. Là c'est clair, hein. Le technopouvoir, c'est ce que vous dénoncez dans votre livre. Alors effectivement, aujourd'hui, la question de la fiscalité, par exemple, elle est connue par tous. C'est une occasion aussi de rappeler que ces géants technologiques sont nés et installés dans un pays qui sont les États-Unis et que leur développement, leur déploiement, leur prise de puissance n'a rien de neutre ni d'anodin, puisqu'elle est liée à une géostratégie, à un rapport de puissance entre, on le dit tout le temps, les États-Unis, l'Europe, la Chine d'un côté. Mais effectivement, ce n'est pas qu'une question de fiscalité, c'est une question de substitution d'une puissance privée à une puissance publique dans tous les domaines. Et c'est effectivement ça que sont en train de faire les géants technologiques qui sont incidemment américains. Ce n'est pas forcément un hasard puisque ils sont les enfants d'un investissement massif qui a eu lieu à partir de l'après-guerre aux États-Unis par la défense américaine. Oui, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui en fait, ça date de la révolution industrielle, ce que vous dites dans votre livre. Tout à fait. Alors, je ne vais pas remonter aussi loin, mais déjà pour l'informatique et l'information, c'est dans les années 40 un investissement qui est fait par l'armée et par la défense américaine, tout simplement pour calculer la trajectoire balistique des missiles. Donc c'est un investissement public américain dans l'informatique qui va se déployer tout le long du XXe siècle. Donc ce n'est pas un hasard aujourd'hui que ces géants technologiques... Et les outils technologiques qu'on utilise aujourd'hui sont issus de cet apport militaire. Énormément de technologies du civil ont été inventées dans le cadre du militaire au départ. L'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, n'est rien d'autre que le résultat d'un investissement, d'une collaboration entre l'armée américaine, les chercheurs de la Silicon Valley, donc à San Francisco, et tout un ensemble de la société civile. Néanmoins, c'est un produit militaire. Il faut toujours s'en rappeler, puisque la question géostratégique a toujours été présente, et même fondamentale et déterminante dans ce moment du technopouvoir, qui est le technopouvoir total, qui a apparu durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et qui a continué. Voilà, ce sont ces entreprises du numérique, c'est l'État, c'est qui exactement? C'est le marché? Technopouvoir, je l'utilise comme un concept qui aide à comprendre que les technologies ne sont pas seulement des techniques, mais également des méthodes de gouvernement des hommes qui donc sont récupérées par les sources du pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir symbolique, pour orienter nos conduites. Avec les technologies du numérique, ce technopouvoir, cet arsenal devient de plus en plus invisible et difficile à connaître puisqu'ils sont intégrés dans notre environnement. Pour le dire simplement, quand on tient un objet comme un smartphone dans la main, on ne peut pas voir finalement toute la chaîne de valeur qui existe derrière. C'est une chaîne de valeur qui mêle extraction des matières premières, design, dessin, qui va orienter notre attention de manière à ce qu'on reste scotché à ce smartphone. Toute une économie immense qui n'est pas seulement aux États-Unis mais partout dans le monde. Et évidemment, l'extraction en RDC par exemple. Absolument. Du cobalt, du lithium. Tout à fait. Ces fameuses terres rares, terres vertes, qui sont extraites, qui sont aujourd'hui extrêmement rares, justement, en Chine, et qui sont surtout traitées en Chine, et qui représentent un impact très important sur l'environnement. Mais quand la France se retrouve seule, par exemple, dans le fait de vouloir taxer les GAFA, est-ce qu'elle a les armes pour lutter contre les États-Unis, contre les GAFA ?
Il y a deux choses à séparer. Je pense que la première, c'est justement un rapport de force qui est institué alors, par la France et par l'Europe, qui est une mise en scène qui est très importante et qui en fait cache de profondes collaborations qui se nouent entre les États, y compris la France et les géants technologiques. Par exemple, dans le cadre de la loi contre la haine, contre les contenus haineux sur Internet, la modération, par exemple, sur des réseaux sociaux a été en partie déléguée aux réseaux sociaux eux-mêmes. Donc ils ont quand même un pouvoir, ils récupèrent une part du pouvoir politique qui revenait avant aux États. Et ça ne se fait pas complètement contre les États. Et puis il y a autre chose, il y a la volonté d'un nombre croissant de politiques de reprendre la main en Europe sur notre destin numérique, de réinstaurer une souveraineté numérique nécessaire pour deux choses. Premièrement, pour notre politique, pour notre indépendance, pour notre grandeur européenne, et d'autre part, tout simplement pour éviter à ce que le monde ne soit pas avalé par l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant et qui ne passe pas nécessairement par la fiscalité, en tout cas qui ne passe pas uniquement par la fiscalité. Récupérer ces trajectoires technologiques, c'est une question de politique, et cette politique, elle n'est pas fiscale. Elle est totale. Mais est-ce que l'Europe peut faire quelque chose dans tout ça ou non, on baisse les bras, on est défaitiste? Alors, on peut faire quelque chose, et d'ailleurs, on a déjà fait, puisque le RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est rentré en vigueur en 2018, en juin 2018, a déjà représenté un obstacle, une barrière, un petit caillou dans la chaussure des géants américains, puisqu'ils ont dû mettre des moyens pour s'adapter à cette question de la protection des données qui est mise en place. Oui, évidemment. On rappelle, le RGPD, c'est par exemple quand on va sur un GPS et on nous demande si oui ou non on veut être géolocalisé. C'est le consentement. Donc la capacité en fait déjà à consentir à l'utilisation de nos données et à récupérer une partie de la gouvernance personnelle sur nos données. Mais ce n'est pas suffisant puisqu'il faut une politique publique qui soit appuyée sur cette question-là. Donc par exemple, je suis en ce moment chargée d'une mission sur les communs numériques par Paris en commun, qui est la plateforme de soutien à la candidature d'Anne Hidalgo, pour comprendre comment on peut organiser un partage des données qui sont aujourd'hui détenues en grande majorité par les plateformes technologiques avec le public pour pouvoir tout simplement concevoir des politiques publiques, des politiques d'intérêt général qui vont être au bénéfice des citoyens. Et ça commence localement, ça commence par les territoires. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est aujourd'hui ceux qui sont le plus à même à reprendre le pouvoir sur les données, ce sont les villes, les territoires, les collectivités, puisqu'elles savent exactement ce qu'elles peuvent en faire. Elles peuvent en faire des politiques publiques concrètes dans le logement, dans la mobilité, dans la qualité de l'air, dans l'énergie, dans la sécurité. Mais qu'en pensez par exemple de la reconnaissance faciale qui va débarquer en France, qui est à l'origine pour lutter contre le terrorisme, pour assurer la sécurité? Alors la reconnaissance faciale telle qu'elle vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale, le fameux ALISAM, n'est pas du tout là pour assurer la sécurité et nous protéger contre les terroristes, mais pour nous permettre d'accéder à des services publics. C'est effectivement une loi extrêmement problématique puisque si on s'en réfère au principe de la sobriété des données, ça veut dire demander le moins de données possible nécessaires pour accomplir un service public. La reconnaissance faciale est une loi absolument absurde dans la mesure où elle demande énormément de données tout simplement pour nous identifier. Or, cela fait bien plus de dizaines d'années que la France remplit des objectifs de service public, qu'on est identifié par notre identité, grâce à nos données, à notre tout simplement notre carte d'identité, etc. La reconnaissance faciale ne sert absolument à rien. Donc c'est une sorte de couche supérieure qui va en plus exclure toute une partie de la population qui sont des sortes, ce qu'on appelle avec ce terme barbare, d'illettrés électroniques, qui n'ont pas forcément accès à Internet, aux données, qui n'ont pas la capacité d'utiliser ces services numériques. Donc clairement, ce serait excluant en fait pour vous. Extrêmement excluant d'une partie de la population. Ce qui est excluant, c'est qu'une partie de la population qui a déjà plusieurs problèmes, qui peut être exclue socialement, économiquement, va en plus bénéficier de cette sorte de triple peine de ne pas pouvoir comprendre et accéder aussi aisément aux services publics de plus en plus numérisés. Mais vous n'êtes pas technophobe pour autant Oh non, je suis une ancienne technophile. Non, oui, je suis... bien sûr. Vous l'êtes toujours un peu encore. Si je continue à parler de technologie, si je continue à militer pour une reprise en main par l'État, par les services publics, par la population de notre destin, c'est que je suis, en tout cas, très volontaire et persuadée qu'on peut changer de cours des choses. Sinon, tout simplement, je me tairai, j'irai m'enfermer dans une grotte, je refuserai toute technologie, comme le font d'ailleurs beaucoup de dignitaires de la Silicon Valley qui essayent de mettre une barrière entre eux et la technologie parce qu'ils voient très bien que ça a des effets délétères sur leur cerveau, sur leur sociabilité, sur leurs enfants.
enfants. Et surtout qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est la marque du monde. On vit dans ce monde-ci, mais nous ne sommes pas impuissants dans ce monde-ci. On peut aussi orienter ce monde dans la direction qu'on veut. Et ce n'est pas forcément ce qui est en train de se passer en matière numérique et technologique. Et ce serait quoi les solutions alors, concrètement? Alors les solutions concrètes... De réinventer ce modèle démocratique peut-être il y a déjà quand même une question de la régulation des géants qui aujourd'hui doit se poser. Beaucoup ont parlé du démantèlement des géants technologiques aux États-Unis, en France, bien sûr. Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée, mais en ne se limitant pas à la question de la concurrence et au monopole économique, mais en réfléchissant aussi à cette architecture technique qui est extrêmement monopolistique et aussi située aux États-Unis. Je pense que c'est par là aussi qu'il faut commencer. Le démantèlement des GAFA ? On peut, en tout cas, il faut réfléchir dans ce sens-là. C'était au cœur du débat démocrate aux États-Unis. Bien sûr, puisque par le passé, les États-Unis sont une puissance qui a toujours su démanteler tous les obstacles à la concurrence et à la libre entreprise. Donc pour eux, il n'y a pas d'obstacle intellectuel au fait de penser qu'il y a ici un monopole qu'il faut démanteler parce qu'il est en train de tout simplement de s'opposer à l'innovation. Ils sont en train de se rendre compte que les investissements sont en train de baisser, que la plupart du temps, les start-up et les entrepreneurs ont du mal à inventer, à concurrencer ces géants technologiques qui, en un claquement de doigts, grâce aux données qu'ils possèdent à peu près sur tout le monde, peuvent inventer n'importe quel service. Et effectivement, les villes, Chicago, Los Angeles, San Francisco, sont tous en train de réguler et de protéger leurs services publics, puisque la prochaine étape, le prochain champ de bataille de ces géants technologiques, c'est tout simplement de se substituer aux services publics, comme par exemple cette filiale d'Alphabet, Sidewalk Labs, qui est en train de réinventer des services publics et de les rendre privés. Donc il y a quand même un danger qui est très important. Et donc c'est aux politiques de se réapproprier tout cela ? Il faut une politique de la technologie extrêmement résolue et très radicale dans ce sens-là, puisque ceux qui sont face à nous ont l'avantage aujourd'hui. Ils ont l'avantage. Et vous continuez à en faire alors de la politique? Bien sûr, tout à fait. D'Anne Hidalgo, vous le disiez. Alors que la France se prépare à un jeudi noir de grève contre la réforme des retraites, l'ubérisation de la société, l'évolution des métiers, vous en pensez quoi de l'évolution des métiers? L'évolution des métiers est absolument naturelle, mais l'ubérisation, ce n'est pas l'évolution des métiers, c'est la destruction du droit du travail et de la protection des travailleurs telle qu'elle a participé à la mise en place de nos sociétés modernes. Donc on n'est pas du tout dans l'évolution tout simplement des métiers qui seraient protégés. On est dans la construction de petits boulots, de petites micro-tâches qui sont très peu protégées, où il n'y a pas d'employeur identifié, où il n'y a aucune responsabilité ni de l'employeur privé, ni de l'État. Donc c'est plutôt le nivellement, le démantèlement de notre État social, auquel évidemment je m'oppose. Filipova, merci. Je rappelle que vous êtes auteur de Technopouvoir dépolitisé pour mieux régner aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci.